Bonsoir, la YouTube World. Avant que nous nous lancions dans le thème que vous avez pu deviner compte tenu du titre de cette vidéo, je voulais par avance vous présenter mes excuses par rapport à mon instabilité littéraire liée à un mental défaillant. Alors je voulais vous faire une petite intro rigolote en mode Bernie Noël, mais comme je ne savais pas si vous auriez les refs, j'ai préféré m'abstenir. Donc, comme vous avez pu le comprendre, je reviens avec non pas la chronique lecture, mais l'heure littéraire. C'est parti. Un peu parce que j'ai décidé de faire autrement. Plutôt que de vous montrer l'iPad de façon très hasardeuse, j'ai décrété de vous incorporer des descriptions propres et détaillées qui arriveront de ce côté-là. Et comme ça, vous aurez vraiment l'affiche, le livre, le titre, la maison d'édition, bref, vous verrez ça au montage. On va ouvrir le bal avec un livre sur lequel j'avais beaucoup d'attentes, qui est donc Norferville de Franck Tillier et qui est paru aux éditions Fleuve. Nous sommes en 1996 et nous atterrissons dans le Grand Nord québécois. Bienvenue à Norferville. Nous faisons la connaissance, alors dans un moment de leur vie qui se voulait être festif, de Léonie et Maya, qui sont deux adolescentes qui ont décidé de faire la fête, parce que c'est-à-dire que au niveau des festivités proposées par Norferville, c'est un bar et ça va jamais très loin. Et donc, c'est une soirée qui se veut quelque peu arrosée. Au bout d'un moment, et surtout Léonie décide, allez, faut y aller, on rentre. Elle décide de rentrer toutes les deux toutes seules. Quelques instants plus tard, Léonie et Maya seront enlevées puis violées. Nous faisons un bond dans le temps et nous voilà propulsés en 2016. Léonie, ça fait maintenant quelques années qu'elle a quitté Norferville. Entre deux, elle est devenue flic et elle s'était presque jurée de ne plus jamais refoutre les pieds à Norferville. Mais bien malgré elle, elle va devoir y retourner. Dans une même temporalité, nous rencontrons Teddy Chaffran, étant donné qu'il est détective et criminologue lyonnais, je vais le prononcer à la française, Teddy Chaffran, qui lui aussi va devoir se rendre sur les lieux pour enquêter et voir un peu ce qui se passe, puisque à Norferville, les autorités de Norferville ont trouvé le corps d'une femme complètement mutilée, presque ensevelie sous la neige. Le problème, me direz-vous, et pas des moindres, c'est que l'identité de cette femme atrocement mutilée est Morgane Chaffran. La victime est donc la fille du détective criminologue et évidemment une multitude de questions se posent. Est-ce que c'est un meurtre ? De quel acabit? Est-ce que c'est une attaque animale? Que s'est-il passé? Puisque les tout premiers éléments, ceux qui ont été là au niveau de la police scientifique et au constat, avec le froid et tout ce qui s'est accumulé, on n'arrive pas trop bien à comprendre ce qui a pu se passer, à part de grosses traces de lacération qui pourraient faire penser évidemment à une attaque animale. Alors en ce qui concerne les personnages principaux, qui sont donc Léonie et Teddy, la rencontre, elle est dans un premier temps un petit peu compliquée parce que ce sont deux personnages qui ont un passé très douloureux, une vie un peu cabossée par la vie elle-même. Et donc c'est vrai que dans un premier temps, chacun des deux est un peu méfiant de l'autre. Et il ne faut pas oublier non plus que Teddy, lui, il est dans une colère. En fait, il a un mélange de tout, de la colère, du chagrin, mais il veut absolument savoir ce qui s'est passé pour sa fille. On en sera à moins. Au niveau de Léonie, le personnage est un peu plus cru, un peu plus rentre-dedans, parce que c'est une jeune femme qui vit depuis des années avec le fait d'avoir été violée et que les coupables n'aient jamais été mis au grand jour, et qui donc s'est forgé un caractère un peu brutal, un peu brut de décoffrage, un peu je te rentre dedans avant que toi tu me rentres dedans, pour essayer de se protéger finalement. Au niveau de l'auteur, il fait une description assez exceptionnelle. En tout cas, il nous offre des profils psychologiques de ces personnages principaux absolument formidables parce que ça permet et ça pose surtout sur le roman une grande maturité.
alors que ces deux personnages principaux ont quand même un petit peu un écart d'âge. Mais il y a une très grande maturité, tant par Léonie de son vécu, et bien évidemment par Teddy qui a aussi son vécu de la vie, et là qui vient de perdre sa fille. Donc voilà, c'est un récit que j'ai trouvé très mature. Les descriptions des paysages, parce qu'on est quand même dans le Grand Nord québécois, les descriptions sont fabuleuses. Enfin, j'arrivais à me projeter et je trouvais ça très très beau. Alors certes, très dénué d'humanité, c'est-à-dire que ça te semble très vide, mais justement, on est dans un endroit où tu as ce sentiment que la nature reprend ses droits, et donc c'est assez fabuleux à lire en termes de description. Norferville, il faut le savoir, c'est une ville qui n'existe pas, hein. Bien que ville fictive, en fait, elle, comment je peux dire, je peux pas dire qu'elle rend honneur, ce ne serait pas le terme exact que je voudrais utiliser. Elle rend manifeste la condition des femmes autochtones, c'est-à-dire ces femmes disparues, ces femmes violentées, ces femmes violées. Et j'ai trouvé très intéressant qu'on donne un peu plus de détails sur ce peuple que pour ma part je connaissais très peu, que ce soit des personnages principaux ou secondaires, permet vraiment de se connecter avec eux. Alors soit on a une vraie empathie, une compassion, et il y a une connexion qui se passe, soit ils sont odieux, monstrueux, et on les déteste, mais en tout cas, il se passe quelque chose avec ces personnages. Et une fois de plus, l'art de Tillier, c'est de pousser un peu en profondeur les descriptions sur ces profils psychologiques, sur les antécédents, pour qu'on puisse vraiment, nous, en tant que lecteurs, se situer convenablement. On arrive à comprendre le besoin, le désir de vengeance de Léonie, parce que c'est-à-dire que quand tu crois, hein, je dis bien quand tu crois être face à ton agresseur, que tu sais ce qu'il t'a fait subir des années auparavant, pardon, mais si tu peux là en découdre parce que tu n'es plus l'adolescente et que tu as les moyens de te défendre, on est quand même, on peut comprendre ce besoin et ce désir de vengeance. J'ai passé un très bon moment de lecture, mais j'ai rencontré quelques petits bémols. Est-ce que ces bémols ont nui à ma lecture? Je suis pas bien sûre. Déjà, le premier bémol qui est un peu chiant dans un polar, c'est que tout était très prévisible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai lu les 50 premières pages du livre, je savais un petit peu comment ça allait se terminer et je n'ai absolument pas été surprise par le dénouement de ce roman. Le second bémol, la fin, je la trouve quelque peu bâclée. Et c'est pas habituel chez Franck Tillier. Tillier nous a habitués à des fins qui... Enfin, je prends comme exemple toujours le même Puzzle qui était extraordinaire. Si je n'ai qu'un à vous conseiller, et encore que j'en aurais plusieurs, Franck Tillier, ce serait Puzzle. J'ai passé un moment mais de dingue, vraiment de dingue avec ce roman-là. Je le relirai, hein, je ferai une relecture un jour. Mais là, j'étais très étonnée d'avoir une chute ouais, que j'ai considérée un peu comme bâclée. Là, je vais te faire un packaging parce que je vais te dire un truc qui va, mais qui a créé le bémol. J'ai un personnage de Léonie qui est très étoffé, qui est très mise en avant. Bon, en même temps, c'est une jeune adolescente qui a subi un viol. Mais l'auteur pousse vraiment en profondeur les détails de ce qu'est Léonie, ses ressentis, ses émotions. Et ça, c'est chouette. Mais, par contre, je trouve que ça s'est fait aux dépens du personnage de Teddy Chaffran. Et j'aurais, moi, pour ma part, aimé avoir autant de détails pour faire plus ample connaissance, si je puis dire, avec Teddy Chaffran, parce que je trouve qu'il y a un déséquilibre entre ces deux personnages qui se voulaient être principaux. Et donc, je trouvais plutôt cool que les descriptions et les infos sur ces deux personnages soient sur un pied d'égalité. Mais, une fois de plus, je le répète, ça n'a pas nui à ma lecture du tout. Et j'ai passé un très bon moment avec Norferville de Franck Tillier. Je dirais que on est sur un Tillier à part. On est sur un Tillier qui, je crois, avait des envies de grand froid, des envies de voyage, des envies de contrées blanchies par la neige. Et donc, on retrouve quelque part la petite patte de Tillier, mais tout à fait nuancée.
On n'est pas sur du Tillier comme on les aime, où ça rebondit, où le rythme est effréné. Là, j'ai trouvé que le rythme était plutôt lent. Il nous a laissé le temps de découvrir un peu l'endroit. C'est un peu plus inhabituel que ce que j'avais l'habitude avec Franck Tillier. Pour autant, en conclusion, est-ce que je vous recommande la lecture de Norferville de Franck Tillier? Bah oui, dans la mesure où j'ai passé un bon moment, vraiment, je ne peux que vous le recommander. Pour le livre suivant, je vous propose Prochain arrêt d'Alex Schulman, paru aux éditions Albin Michel. Nous allons traverser le temps à bord d'un train où nous allons faire la connaissance d'Ariette, d'Oscar et de Yana, qui vont nous prendre par la main et qui vont nous dire « Viens, on va partager avec toi quelques tranches de notre vie ». 3 temporalités, tout ce qui est un peu flou au début, parce qu'au début tu te dis mais c'est quoi le lien, quel est le rapport, donc tout ce qui est flou au début devient limpide au fur et à mesure que chacun des protagonistes raconte son histoire de vie. Et forcément 3 temporalités, 3 personnages, vous vous doutez bien qu'il y a un lien, lequel, chut, je ne dirai rien, je vais quand même te donner quelques indices. Un album photo familial, des questions qui se posent, déverrouiller les portes du temps pour enfin comprendre que dans la plupart des cas, le passé fait souvent le présent. Le ton de ce roman est tantôt dur, tantôt mélancolique. On est sur une quête du passé, mais très étrangement, dans cette quête du passé, il y a un présent qui est vraiment omniprésent. Donc c'est là où il faut s'accrocher parce que sinon très vite tu perds le fil et tu ne comprends plus rien. Petit à petit on tisse, on te donne des éléments. Dans un premier temps tu te dis oh là 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 mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis tu t'accroches parce que les fragments de vie qui te sont racontés, comme tu es un peu perdu au début, tu te dis bon j'ai envie de comprendre là. Donc tu t'accroches et au fur et à mesure de ta lecture, peu à peu tout s'éclaire. Et donc, à partir du moment que tu comprends ce que tu es en train de lire, j'ai dévoré ce bouquin parce que j'ai adoré traverser le temps. J'ai adoré ce voyage en train pour Malma. J'ai adoré découvrir les fragments de vie et comment de 3 temporalités, bah finalement, ça finit par se rejoindre. J'ai trouvé que c'était très réconfortant comme roman. Il est question, je parle plus sur le plan familial, de promesses qu'on ne tient pas, de non-dits, de l'éducation des enfants, de tout ce qui peut se passer dans son passé quand on est enfant, peut avoir une véritable incidence sur sa vie d'adulte. Il y a de très beaux messages qui sont véhiculés à travers ce roman. Il y a une question que je me suis posée en livrant ce livre et par rapport à l'un des personnages. Est-ce qu'un enfant qui a souffert, par exemple quand il a des frères et sœurs, un enfant qui a souffert des différences que faisaient les parents entre lui et son frère ou sa sœur, qui en plus vit le divorce assez violent de ses parents, et puis suite au divorce qui subit l'abandon de ses parents, est-ce que vous pensez qu'avec ces bagages-là, on peut devenir un adulte solide? Je ne suis pas en train de vous parler de thérapie ou quoi au caisse, mais quand on part déjà comme ça, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment devenir un adulte solide et prêt à toute épreuve? Je ne suis pas certaine. Une autre question que je trouve assez pertinente, mais est-ce que les traumatismes peuvent rester en soi sans jamais à aucun moment ressurgir? Moi, je suis très partisane du fait de dire que tôt ou tard, ça te pète à la gueule. Hein. En conclusion, je dirais que c'est un très beau roman et des histoires de vie à découvrir absolument. Pour le livre suivant, je vous propose Pour qu'elle revienne de Cynthia Kafka aux éditions Charleston. Je suis pas loin du coup de cœur pour ce roman-là. Octobre 2008, Margot est à la veille de fêter ses 15 ans. Donc autant vous dire qu'elle a des étoiles plein les yeux, elle va avoir 15 ans. Elle sait, même si on ne lui a pas dit, mais elle sait que on lui organise une petite fête surprise qui n'a plus rien de surprise pour elle.
Mais cette veille de 15 ans, cette veille qui s'annonçait être plutôt joyeuse, en fait, le jour de ses 15 ans, pour Margot, ça va être le jour où tout a basculé dans sa vie. Et pour cause, sa maman, Nathalie, va décider volontairement de disparaître. Elle disparaît de la vie de son mari, de la vie de ses enfants, donc de Margot qui a 15 ans, de la petite dernière qui est à peine âgée de quelques mois, qui s'appelle Célia, mais surtout, Nathalie a décidé de disparaître de sa propre vie. Septembre 2023, si vous voulez, les années ont passé et Nathalie n'a toujours pas donné signe de vie. Il y a eu des enquêtes, des recherches, ça n'a absolument rien donné. Donc, quelque part, Margot est dans un instant de sa vie où elle s'est fait une raison. Peut-être est-elle morte, peut-être se cache-t-elle quelque part. La famille de Margot ne sait pas trop à quoi s'en tenir par rapport à cette disparition. Mais Margot, c'est surtout une adolescente qui a dû porter à bout de bras tout son petit cocon familial. Et c'est pas facile pour une ado de 15 ans de devoir prendre le rôle d'une maman qui a décidé de partir. Donc elle a toujours tout porté comme ça, à bout de bras comme elle a pu, parce que vous vous doutez bien que son père n'était pas en état de gérer tout ça, une toute petite, à peine âgée de quelques mois. Pendant que Margot s'occupait de la vie des autres, de celle de son père, de celle de sa petite sœur, eh bien, je pense que Margot a éludé sa propre vie finalement. Et tout va à nouveau basculer parce que un soir, je crois que ce soir-là, elle est seule devant la télé ou avec son meilleur ami, je ne sais plus, je ne saurais situer, mais elle est devant la télé, ils sont en train de regarder un reportage, tu sais, parfois quand tu mets... Et d'un coup d'un seul, Margot voit une image à la télé, c'est un reportage sur la Corse, elle voit une image, elle voit une femme et elle se dit, c'est ma mère, c'est elle. Elle est là-bas, je l'ai retrouvée. Je ne sais pas si vous avez idée un peu de l'ascenseur émotionnel, du chamboulement émotionnel. Quand ça fait 15 ans que ta mère a disparu, que tu ne sais pas si elle est morte ou pas, que tu t'es fait des millions de théories dans ta tête et que tu as enfin réussi à te dire de toute façon c'est comme ça et tant pis, tu vois ta mère apparaître à l'écran parfaitement en vie et qui plus est semble être en bonne santé. C'est tout un chamboulement qui se produit. Il y a plein de faits entre deux qui vont avoir lieu. Margot décide de partir en Corse pour retrouver sa mère, accompagnée de son meilleur ami, bien évidemment. Meilleur ami qui est fantastique et qui a un peu poussé pour que ça arrive parce que lui, connaissant Margot depuis toujours, sait que c'est... finalement vital pour elle. Là, à ce stade-là, étant convaincue que sa mère est en vie, c'est presque vital de la retrouver. La suite de ce fabuleux roman, mes petits cadets, est simplement magique. Une quête de vérité, de l'espoir, du désespoir. C'est éprouvant, émouvant, très difficile. Et comme je vous le disais, il y a une quête de vérité qu'elle va trouver. Et je peux vous dire que c'est pas piqué des hannetons. On est en Corse, alors je vous laisse imaginer au niveau des descriptions de cette fabuleuse Corse. Si je ne suis jamais allée en Corse, mais les descriptions sont tellement bien amenées qu'en fait parfois tu as même l'impression de sentir les odeurs, quoi. Vraiment, j'ai trouvé que le travail de description dans ce roman était fantastique et ça permet vraiment au lecteur de s'immerger un peu plus. Et enfin, le sujet principal de ce roman reste quand même la disparition volontaire. Alors ça m'a beaucoup fasciné parce que je me suis posé la question, quand j'ai compris que la maman Nathalie était partie, disparue de son plein gré, je me suis dit au début, avant même de lire le roman, qu'est-ce qui peut pousser une personne sans ne donner à sa famille aucun signe annonciateur du départ, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne qui se dit « je veux m'en aller, il faut que je m'en aille, je ne peux plus ». Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne au point d'abandonner mari, enfant Qu'est-ce qui peut se passer? Au début, j'étais un petit peu fermée en me disant c'est chaud quand même.
Bon, la mère, elle se barre, elle laisse ses gosses. Le jour de l'anniversaire de Margot, bonjour, salut, mais bien. La gosse s'en rappellera toute sa vie, c'est bien. Allez hop, 32 ans de thérapie, on n'en parle plus. Et puis, j'ai creusé un peu le truc. Mais je me suis dit, mais j'ai pas ce vécu-là, mais peut-être qu'à un moment, n'est-il pas préférable de choisir cette option plutôt que de laisser pourrir et d'en arriver à commettre des actes comme on peut voir dans les faits divers, où t'en peux plus et tu descends toute ta famille, par exemple, je sais pas. Est-ce que la disparition volontaire n'est, en fin de compte, que la seule option possible pour ces personnes-là euh, qui veulent partir, mais pas partir dans le sens définitif, radical. Le livre reste fabuleux jusqu'à sa dernière ligne parce qu'il faut savoir que je ne m'attendais pas du tout à ce dénouement, à cette fin. Et cette fin fut absolument fantastique. De très très beaux moments d'harmonie, de connexion familiale, de très très beaux moments. Est-ce que je vous recommande ce livre? Oh, mais que oui, que oui, oui, un grand oui. C'est pas un coup de cœur, mais je vous avoue qu'on n'est vraiment pas passé loin. Pour les 2 livres suivants, puisque je vais vous en faire 2 en même temps, il s'agit du tome 1, du tome 2, d'une saga qui est The Coven, The Cursed, je ne sais pas comment ça se dit, de Harper L. Woods, paru aux éditions Harlequin. Donc, je vais essayer de globaliser sans trop en dire, mais vous savez, quand on parle comme ça de trilogie, de saga, c'est un peu compliqué d'essayer de ne pas divulgacher les choses. Je plante le décor. Willow Madisa est la dernière sorcière d'une famille fondatrice de Hollows Grove. Et qui dit dernière sorcière d'une lignée fondatrice dit sorcière très puissante. Au moment où moi je rencontre Willow Madisa, parce qu'excusez-moi, mais j'ai les amis que je mérite, elle n'a que 16 ans. Et déjà, elle en a sous la baguette. Alaric Grayson Thorne, qui est donc le directeur de l'université de Hollows Grove, et qui n'a, on va pas se mentir, hein, que de directeur le nom, hein, le titre. Il n'en a surtout que l'apparence, puisque Alaric est un hôte. Il vit, en fait, lui, tranquillement, il s'est chopé une enveloppe humaine, et il s'est dit, tiens, je vais me mettre dedans, et puis ça va être très bien. Et alors que Willow vit cachée au fin fond d'une forêt, le directeur lui-même a décidé de se déplacer, puisqu'il est grand temps pour Willow d'intégrer cette fameuse université de Hollows Grove, mais elle n'en a pas décidé ainsi. Hein. De toute façon, sa mère lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle y aille. Et donc, elle décide de ne pas accueillir ce fameux directeur comme il se doit. Et elle cherche surtout, dans tout ça, à protéger, puisque le directeur a très bien compris la faille de Willow et va mettre tous les moyens possibles pour la faire plier et qu'elle intègre l'université. Il sait son poids faible, son petit frère H. Et croyez-moi, canton del Señor Batardo, le mec, il va se poser là. Il est important quand même de préciser que bon nombre de secrets gravitent autour de nos personnages, mais pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous ruiner si vous décidez de lire, et je ne vais pas vous ruiner non plus toute la lecture. Hein. Au sein de cette école, de cette université, il y a les hôtes, les sorcières et l'alliance. Les sorcières sont catégorisées, les vertes, les bleues, les blanches, et au sein de l'université, chacune porte la couleur de la catégorie, parce que au niveau de ces catégories, c'est des sorcières, par exemple, Willow est une sorcière verte, donc une sorcière directement connectée à la nature et qui prend ses pouvoirs grâce à la nature, enfin tout est lié à la nature, donc elle doit être habillée en vert une fois qu'elle a intégré l'université, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Les autres, en gros, ce sont des vaisseaux de démons divers et variés qui ont besoin du sang des sorcières pour se nourrir. Ils se nourrissent du sang des sorcières, mais sans jamais les tuer. Hein. Il y a quand même, ils sont obligés un petit peu de se respecter mutuellement.
C'est un bien grand mot à respecter, mais voilà, tant que faire se peut. Et l'Alliance qui est représentée par des squelettes, vraiment des squelettes, des mecs qui marchent en squelette, mais des squelettes vivants, parce que les squelettes, ils parlent, ils ont des échanges, ils ont des émotions. Donc voilà, vraiment des squelettes, clac, 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 quand ils marchent, ça clac, clac, clac. Mais ils sont en vie, et puis ils ont un peu de pouvoir quand même. Alors notre petite Willow, elle se sent forte, elle finit par plier parce que on menace directement la vie de son petit frère, mais elle se sent forte parce qu'elle a une mission dont je tairai aussi le but. Elle a une mission à mener, elle se dit je vais y aller, mais vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du voyage. Sauf que ça va très vite capoter parce que notre bon directeur, il est un petit peu plus malin que ce qu'elle croyait. Et une fois de plus, on a ce directeur démon, hôte et compagnie qui est une ordure une ordure qui a signé un bail assez voilà autoritaire, le consentement pour quoi faire. Moi, j'ai pas que ça à foutre. Et malgré tout ça, tu te doutes bien que très vite, ah bah ça va sentir la quéquette là-dedans, hein. Ah bah ça va quéqueter à tous les râteliers. Il y a une tension sexuelle, mon pote. Le Dirlo, lui, il est en feu. Il a le Bistrouquetto qui le chatouille. Et puis Willow, elle, c'est son corps. Elle, dans sa tête, elle veut refuser. Il est hors de question qu'il se passe quoi que ce soit avec ce mec-là, enfin, cette hôte. Mais tout son corps lui hurle le contraire. Alors ça va créer des scènes un peu compliquées. Parce que elle dit ouvertement non, même si son corps dit oui, elle dit non. Et puis lui, la quéquette de Belzébuth, là, le démon, l'autre, lui se dit, moi, comme je te le dis, hein, consentement, c'est pour les humains ça, c'est pas pour nous. En ce qui concerne donc ce tome 1, il faut savoir que je me suis retrouvée complètement matrixée par ce tome 1 avec une chute, je me suis dit, il faut que j'enchaîne sur le deuxième. Ce que j'ai fait, j'ai enchaîné sur le tome 2. Donc The Cursed, The Cursed, je sais pas comment on dit. The Cursed. The Cursed. J'étais pas loin du tout. Donc j'ai enchaîné sur The Cursed. Et là, la fin du tome 1 était prometteuse. Le tome 2, c'est autre chose. Tu sais plus trop si t'es dans le registre du tome 1 ou clairement si t'es dans un livre de Huck, hein, vraiment, parce que bon, on est très proche de la littérature érotique, mais ce que j'entends par là, c'est que la littérature érotique, j'ai absolument rien contre cette littérature, mais ça se choisit. Tu vois, là, bon, bah j'ai pris du cul, plein de cul, du cul à tour de bras, du fnu dans le museau, du fnu sur la chaise, du fnu sur le bureau, du fnu sous le bureau, du fnu partout, tout un du... C'est un tome de chiant, poussiéreux, du cul pour du cul. Et concernant les trigger warnings, sachez qu'il y a quelque chose qui m'a dépassé un peu la biscotte. Dans la mesure où j'ai lu, que ce soit dans les trigger warnings ou que ce soit dans certaines critiques lecture, j'ai lu que la notion de consentement était floue. Elle n'est pas du tout floue, en fait. Il n'y a aucune notion de consentement, en fait. Le mec, il fait du forcing. Donc, c'est pas que c'est flou. C'est que le mec, il fait ce qu'il veut. Celui qui fait Grey là-dedans, à la Rick Thorne Grey, là, je sais pas quoi, le directeur, il n'y a aucune notion de consentement qui soit floue. La notion de consentement, elle n'existe pas. Voilà. C'est où Willow, elle a envie de lui, et ça se passe convenablement, mais si elle veut pas, lui, il veut. Donc, à partir de là, il n'y a pas de flou là-dedans. C'est quand c'est non, j'ai pas envie et que l'autre, il y va quand même, bah non, il n'y a pas de notion de consentement là-dedans. Donc, je comprends pas l'idée du flou. C'est pas flou. Ah oui, parce que peut-être son corps à elle dit le contraire de ce qu'elle pense, mais n'empêche que sa tête dit non. Donc c'est pas flou. Une tête qui dit non, c'est non. Et puis où est passée la Willow du tome 1 ? Là, on a totalement perdu. À un moment, t'as cette impression qu'il l'a même... pardonnez-moi, mais on a l'impression qu'il lui a fait subir des électrochocs et qu'elle ait pu mettre... voilà, c'est très bizarre. Elle se laisse complètement porter...
très 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 bizarre l'évolution du personnage de Willow. On est passé d'une sorcière avec des pouvoirs qui voulait en découdre et qui laisserait pas les choses se faire, à quelqu'un qui est complètement extasié devant le directeur et donc le démon, quoi. En conclusion, je dirais que ce tome 2 est très très mitigé. J'ai adoré le tome 1, mais le tome 2 m'a clairement laissé sur ma faim. D'avoir proposé le personnage de Willow aussi battante et aussi sûre d'elle dans un tome 1 pour en faire, pardonnez-moi, mais limite un robot dénué d'émotion dans le tome 2, et puis d'avoir pris le parti de victimiser à ce point ce personnage, j'ai pas compris. En fait, voilà, ce qui m'a cruellement manqué dans le tome 2, c'est le manque de logique, et c'est surtout le lien entre cette fin explosive et prometteuse du tome 1 et ce qui s'est passé dans le tome 2. Donc pour le tome 1, très bien, mais alors le tome 2, c'est une vraie déception. Ensuite, c'est la fin d'une saga, c'est toujours un petit peu triste. J'ai lu Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Publishing. D'entrée de jeu, c'est mon préféré des 4 tomes proposés par Morgane Moncomble. Nous allons partager un instant de la vie de Jasmine Femme, qui est passionnée par les mariages et qui en a d'ailleurs fait son métier. Et de suite, si je peux me permettre une petite aparté, ça m'a fait tout de suite penser à un film que j'adore au demeurant, qui est 27 robes. Donc déjà, la référence, ça partait plutôt bien pour moi. Seulement, tout n'est pas que fait de robes de mariée, de paillettes et d'organisation de fêtes pour Jasmine, puisqu'elle vit actuellement une séparation difficile et elle peine grandement à tourner la page. Il s'avère que ses amis Clémence et Kai vont se marier, qu'ils ont bien évidemment confié l'organisation de leur mariage à leur amie Jasmine, mais vous vous doutez bien que quand on a eu une relation pendant de très longues années, puisque l'ex de Jasmine est quand même son premier amour, donc qui dit premier amour dit des amis en commun, et que ses amis ont invité l'ex de Jasmine, qui s'appelle Andrea et qui sera donc présent. Donc on peut de suite sentir chez Jasmine un certain malaise, parce que s'il y a bien une chose qu'elle aurait préféré éviter, c'est de rencontrer son ex, parce que tout n'est pas réglé. Et c'est peu de le dire, étant donné que Andrea, de son côté, est encore éperdument amoureux de Jasmine. Et comme on ne sait pas trop les tenants et les aboutissants, nous, on a quelques interrogations en se disant, mais c'est quoi le motif de la rupture? Tu sais, ce côté un peu cancanier, là, on aime bien savoir. Attends, ils se sont séparés, pourquoi? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu sais, toi? Non, moi non plus. Je ne vais pas en dire beaucoup sur ce bouquin, déjà à la demande de l'autrice que je respecte, et puis parce que je ne voudrais absolument pas gâcher les personnes, les lecteurs et lectrices qui décideront de lire cette saga, parce que faut pas gâcher ça. Sachez qu'il y a juste de très belles histoires d'amitié, et ça fait du bien à lire, mais aussi d'un sublime voyage en Italie avec des personnages qui, selon leur situation, moi je les trouve très attachants. Et pour certains d'entre eux, moi il y a des personnages en particulier qui m'ont presque parlé, auxquels j'aurais pu m'identifier éventuellement. Dans ce tome final, beaucoup de sujets, ça c'est vraiment la patte, c'est vraiment le truc de Morgane Moncomble, beaucoup de sujets importants, et là pour le fait délicats, sont abordés. Et je dois volontiers admettre que j'ai accueilli avec beaucoup d'émotion l'un des sujets abordés par l'autrice dans ce bouquin. Ce que je tenais aussi un petit peu à mentionner, puisque c'est la fin d'une saga et que on clôt un peu tout ça, je vous dis avec une certaine petite mélancolie, parce que j'aimais bien les retrouver ces amitiés-là, j'aimais bien les retrouver. C'est que je trouve que la plume de Morgane Moncomble, elle est finalement ce qu'elle en fait. Et je trouve ça très chouette, parce que c'est une autrice de 28 ans qui n'a pas peur d'aller aborder des sujets qui peuvent être délicats. Je trouve ça couillu, permettez-moi de le dire, je trouve ça couillu, parce que dans une ère, à une époque où quoi que tu puisses dire ou faire, où tu donnes ton avis, ton opinion, tu te fais alpaguer, je trouve couilleux qu'une autrice
eh ben, elles se disent, moi j'y vais, moi j'ai envie de parler de ça, et donc j'y vais. Et tant pis pour les détracteurs. Ça, je trouve ça très très chouette. Je terminerai en disant que cette lecture, sur son dernier tome de cette saga Seasons, elle a eu la fin que j'espérais à 3000%. Sachez que je n'en dirai pas plus, à part merci à Morgane Maucomble pour cette fabuleuse saga. Voilà. Alors, pour le prochain, je te propose un changement absolument radical d'ambiance, puisque je vous propose Démonium Circus de Caroline Carton, paru aux éditions de Régnocourt. J'ai pas les lunettes, donc je galère un petit peu. D'ailleurs, une autrice que je ne connais pas, une maison d'édition que je ne connais pas. Mais alors, ce livre, un énorme coup de cœur me concernant. Pourquoi? Parce que l'univers de tout ce qui est un peu à l'époque des cirques de monstres qui, je le rappelle, étaient des êtres humains, mais qu'on qualifiait de monstres parce qu'ils avaient des différences. J'ai adoré ce livre. Nous faisons la connaissance de Phileas. Alors Phileas, il a tout, vraiment, c'est un personnage crucial, central et vraiment très très principal, qui est un jeune homme très faussement naïf. Et ça, dès le début, on le comprend très vite, qui a décidé de quitter la ferme de ses parents adoptifs, bourré d'ambition, la ferme des Bilroy, qui était dans un coin paumé. Et lui, il a des ambitions assez énormes, et c'est bien d'avoir des ambitions de vie. Mais moi, je connote un petit peu plus ça, si vous voulez, avoir les dents qui rayent le parquet. Et donc, il décide de se faire tout seul, ce qui est aussi très bien. Mais on sent que c'est quelqu'un qui est quand même très prêt à écraser l'autre pour réussir. Son but, son rêve, c'est d'avoir une vie d'un journaliste connu et reconnu à New York. Mais en attendant, comme il n'a aucune notion de journalisme, il est quand même bien conscient, c'est pour ça que quand je vous dis faussement naïf, je sais quand même, j'ai compris le truc, il doit quand même aller taper aux portes des journaux locaux pour au moins se faire la main et essayer de se faire connaître, parce qu'il n'a vraiment aucune notion, rien du tout, le petit Phileas. Et puisqu'il faut bien commencer, donc il a un entretien, bon, ça se passe moyennement, parce que finalement, le patron va lui dire « T'es gentil mon coco, mais tu vas commencer par aller distribuer mes journaux, mes quotidiens, et ça va déjà commencer par là. » Mais il faut croire que Phileas, il a un peu le cul bordé de nouilles, comme on dit dans le jargon, puisque il va commencer sa distribution de journaux et il y a une opportunité inattendue qui se présente, le Lupoc Family Circus, qui est un cirque ambulant qui, vous allez mieux comprendre, même si je vous en ai dit 2-3 mots au début, qui à l'époque, on appelait ça les freak shows. Et lui, Phileas, il va se dire... Là, je tiens peut-être quelque chose et c'est peut-être grâce à ce cirque que je vais pouvoir percer et me faire connaître dans le monde du journalisme. Donc, il décide d'aller dans ce cirque, de dire, voilà, distribution de journaux et tout, et il arrive, en fait, son but, c'est d'intégrer le cirque pour pouvoir écrire un article, des articles, et que ça devienne... Voilà, qu'il devienne journaliste comme il le souhaite grâce à ce cirque, de ce que lui appelle ce cirque de monstruosité. Et là où Phileas est très très loin, mais vraiment aux antipodes d'être naïf, c'est qu'il va réussir le tour de passe du haut de sa petite vingtaine de se rendre indispensable pour le cirque, mais aussi pour son employeur qui tient le journal local. Très vite, alors que Phileas a su finalement se rendre indispensable, de très sombres événements vont se produire et on ne comprend pas trop bien en tant que lecteur de quoi il s'agit. Voilà, quand je vous parle de très sombres événements, j'irais presque jusqu'à placer du trigger warning au niveau de la maltraitance sur animaux, de l'ordre dégueulasse, si vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas dire le mot, sinon YouTube va me... Il y a
curieux événements, des faits qui se passent, qui au réveil on ne se rappelle pas, enfin il y a des pluies énormes de grenouilles, enfin bref, il se passe des choses un peu étranges et certains membres du cirque, employés du cirque, disent que tout ça a commencé à l'arrivée de Phileas. Donc, qu'est-ce que Phileas a à voir là-dedans? Si vous voulez savoir, il faudra lire le livre. La plume de l'autrice, les descriptions, les détails, les pires moments. Tout est tellement bien placé, bien décrit, bien situé, qu'il n'y a aucun problème à intégrer toi-même le Lupoc Circus Family. Vraiment, on arrive à entrer dans les coulisses de ce cirque. Le lecteur se retrouve propulsé 33 ans plus tard et fait la connaissance d'un avocat qui s'appelle Cécile. Et si on ose imaginer un seul instant que l'abject va s'essouffler, il n'en est rien. Sachez que c'est pire. Le pire est à venir. Ce roman est un bijou horrifique et c'est un énorme coup de cœur me concernant. La plume est intelligente, elle est rugueuse, elle pique et elle est surtout très addictive. J'adore ce style d'écriture, j'adore cette construction de roman. J'ai tout aimé de ce bouquin sur une autrice que je découvrais. C'est une merveille. Pour le prochain livre, je vous propose Un thé avant la tempête de Hafsa Faisal aux éditions de Saxus. J'avais tellement d'attentes de ce livre que j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux, que c'est vraiment un... Ah, je suis passée à côté. Je suis complètement passée à côté de ce bouquin. C'est plat, c'est creux, c'est vide, et je crois que le plus gros problème me concernant avec la lecture de ce bouquin, c'est le style d'écriture. C'est pas très ado, je lis du young adulte et ça ne me dérange pas. Mais là, c'est vraiment très ado. Et ça m'a un petit peu, je dirais, bloqué complètement. J'ai quasiment pas eu d'accroche avec les personnages. Il y en avait quand même de très intéressants et je vais parler d'Artie, évidemment. Artie qui a déjà survécu, mais qui a assisté au massacre de toute sa famille à cause de la colonisation de son pays, au massacre de son pays et de sa famille. Artie, elle dirige le Spindrift, qui est en gros la journée en salon de thé, on va dire, on ne peut plus banal, mais qui la nuit devient le bar à sang qui sert à fournir les vampires en sang de qualité. Alors forcément, on comprend que tout ça se fait un petit peu sous le manteau, mais ça ne va pas durer, évidemment, puisque certaines, et notamment une force gouvernementale qui est le RAM, veille un peu au grain et décide que ça ne pouvait plus durer. Alors, Artie et son frère adoptif, comment il s'appelle déjà? Jim, je crois. Tim ou Jim, quelque chose comme ça. Eux vont pas voir ça du même œil que le RAM et ont décidé de se battre pour garder leur établissement. Artie et Jean, pour pouvoir s'immiscer dans l'Atherum, qui est une société aux longues canines, va devoir s'allier avec des profils peu recommandables. Parce que ils veulent se défendre et puis c'est le seul moyen, c'est d'aller éliminer les personnes qui sont contre eux finalement. Sur le papier, franchement, j'aurais pu en être. Des persos au passé un peu troublants, douloureux, cabossés, abîmés par la vie, c'est une idée qui peut me séduire. Une société vampirique, un combat pour mettre fin à un régime oppressif, je suis plutôt friande de l'idée. La lutte, le combat, l'esprit de vengeance qui, pour le fait, je l'admets, est complètement justifié. Donc, il y avait vraiment tout qui pouvait me convaincre. Mais je n'ai pas réussi à être convaincue. Et puis, je crois surtout que j'avais cette attente. On parle du Spindrift, un salon de thé on ne peut plus banal le jour, qui mute en sorte de speakeasy du vampire la nuit. Je m'attendais à ce que
on développe autour de ça, tu vois, autour de l'établissement, qu'on m'explique, rien. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu et j'avais cette attente-là quand même. Enfin, voilà, salon de thé le jour, Barassan la nuit, c'était hyper intéressant, l'établissement de qui... J'ai même pas réussi à entrer en immersion dans le truc, c'est si peu développé que... Et ça, bah, j'avoue, je comprends pas. Que je suis très déçue par ce livre et que je suis passée donc complètement à côté. Je ne suis donc pas en mesure de vous recommander, faites comme bon vous semble. Pour la prochaine critique sur le livre, ce sera pour La Mentaliste de Nora Roberts, paru aux éditions Michel Lafon. Que vous dire? Nora Roberts, valeur sûre. Théa a 12 ans et son petit frère Rem en a 2 de moins. Alors qu'ils sont en vacances dans le fin fond du Kentucky chez leur grand-mère, donc qu'ils appellent Granny, qui est Lucy Lanigan, je crois. Oui, Lanigan. Lucy Lanigan. Par une nuit plutôt et étrangement tempétueuse, la pluie bat très fort, orage, Rem et Théa vont devenir orphelins. Leurs parents vont être froidement assassinés. Ray Riggs, une ordure, un déchet qui doit sûrement sa vie grâce à l'utilisation d'un préservatif défectueux. Alors lui, il tue des gens. Il tue des gens parce qu'ils ont de l'argent. Il tue des gens parce qu'ils sont beaux. Il tue des gens parce qu'ils sont heureux. Il tue en souriant. Il tue en riant. Il tue pour prendre aux autres ce qu'il n'est pas foutu de gagner. Il tue par loisir, en passe-temps. Et cette nuit-là, ce sera au tour des parents de Théa et Rem. Mais à juste titre, cette nuit-là, tout va changer. Tout va changer parce que bien que Théa se situe à 600 km de sa maison en Virginie, là où ses parents habitent et là où ses parents ont été froidement assassinés, Théa a tout vu. Puisque Théa a un don, elle sait tout. Elle a vu le visage de Ray Riggs. Et lui, il sait que la gamine qu'il observe sur la photo avant d'aller froidement abattre les parents, il sait que cette gamine a tout vu. Et pour cause, Ray Riggs a exactement le même don que Théa. L'heure a sonné pour cette ordure de Ray Riggs et c'est une préado de 12 ans qui va le mettre au placard. C'est formidable. Parce que Théa possède un don qui se transmet de mère en fille, qui est une sorte de télépathie, mais très 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 poussée, puisqu'elle peut, comme qui dirait, faire même le voyage astral pour que son esprit, son subconscient, se trouve dans les pièces. C'est une sorte de télépathie très poussée. Et ce don va être vraiment d'une aide essentielle pour faire coffrer Ray Riggs, mais surtout, elle va être d'une aide précieuse pour d'autres affaires où des enfants étaient impliqués. Mais vous vous doutez bien qu'il y a un mais. Le problème, c'est que l'autre enfoiros de Ray Riggs a exactement le même don que la petite Théa. Et là, c'est un petit peu le début des emmerdes parce qu'ils vont se faire une sorte d'affrontement, de guerre sur des années à grands coups de télépathie poussée. La question à se poser, c'est que jusqu'où ça peut aller, ces histoires de télépathie très très poussée, jusqu'où, voilà, quelles sont les limites de ce truc-là? Qu'est-ce que ça peut induire? Qu'est-ce qui peut se passer si on joue avec ça? Voilà les questions qu'on peut se poser et qui vous donne une indication un petit peu sur la suite. Que ce soit Théa, Rem, Granny, même l'histoire d'amour des parents qui ont été assassinés, ces personnages-là, il y a plus qu'une simple connexion, ce sont des personnages qui te donnent envie de les aimer, d'être à leur côté. Le cadre, l'atmosphère, les paysages sont d'un réconfort saisissant. La vie de Lucy, la grand-mère Granny, ses petites bougies artisanales, sa petite entreprise qui s'appelle Mountain Magic, ses savons qu'elle fait, tout est expliqué. T'as vraiment envie de te prendre un billet d'avion et de toi aussi te retrouver dans le fin fond du Kentucky avec Granny qui t'apprend à faire ses savons saponifiés à froid. Ah oui, je vous assure.
Il y a une vraie dualité dans les sentiments et le ressenti pour le lecteur. Il y a certains passages qui sont si beaux et en même temps si tristes. Et je prends pour exemple l'enterrement des parents de TARM, où vraiment c'est un moment qui t'arrache le cœur parce que c'est triste, des enfants orphelins si jeunes. Mais en même temps, il y a tellement de beauté durant la cérémonie, comment ça se passe, leur tradition, comment ils ont prévu ça, que ça donne quand même de très beaux moments. Et au-delà du don de Théa et donc de Lucie, sa grand-mère, puisqu'elle possède le même don en un peu moins poussé que la petite Théa, il est aussi beaucoup question de résilience. Enfin, vous imaginez une gamine de 12 ans et qui n'a aucun contrôle sur son don, puisque dans la suite du roman, elle apprendra à maîtriser ce don et à faire ce qu'elle appelle fermer la fenêtre pour ne pas laisser entrer ce qu'elle ne veut pas laisser entrer. Mais tu as 12 ans, tu assistes, tu es témoin dans la même pièce, la chambre de tes parents, dans laquelle ils sont en train de se faire sauvagement assassiner. Tu assistes à tout, au moindre propos, au ressenti, au regard du tueur, au regard de tes parents, sans avoir un moment comme il n'y a pas de maîtrise de son don, sans pouvoir fermer cette fameuse fenêtre. Tu imagines derrière pour aller te reconstruire après ça? C'est très très plaisant de lire un thriller avec des histoires de vie qui sont aussi bien amenées, aussi bien garnies, aussi bien fournies et de toute beauté. C'est-à-dire que là, elle a vraiment Nora Roberts, elle a mis dans un même livre histoire de vie, thriller. Et ça donne quelque chose que j'adore. Ce livre est un véritable coup de cœur pour moi. Vous verrez, si vous lisez ce livre, vous sentirez presque l'odeur des fleurs, de l'herbe coupée, des biscuits à la cannelle, des savons, des bougies. Vraiment, c'est un livre que je vous recommande très 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 chaleureusement. J'ai passé un très bon moment. Je m'attendais à du thriller pur et dur et j'ai eu tout ce que je voulais en un seul livre. C'est parfait. Pour le prochain avis lecture que je vous propose, il s'agit de L'invisible de l'internat Blesswood de Oksana Hope aux éditions Scrinéo. Je préviens de suite que c'est une sortie. Il sera publié et disponible le 29 août. Nous faisons la connaissance de Hayden et Aura, qui sont des jumeaux âgés de 11 ans et qui vont vivre la toute première fois pour plein de choses, c'est-à-dire changement d'établissement, ce qui est très dur pour eux puisqu'ils ont l'obligation d'aller en internat puisque la distance ne permet pas qu'ils soient à la maison tous les jours. Donc c'est un crève-cœur pour eux. Et en plus, pour les jumeaux eux-mêmes, c'est qu'ils vont être séparés au niveau de la chambre alors qu'ils ont toujours partagé la même chambre. Donc, c'est avec un petit peu d'amertume que nos jumeaux arrivent dans leur nouvel établissement à Blesswood. Aura est une jeune fille qui est très sensible aux éléments, aux émotions. C'est aussi une jeune fille, 11 ans, hein, je veux dire, qui a une très grande maturité pour son jeune âge. Et c'est une fillette, hein, je sais pas trop, une préado, fillette, je sais pas trop comment la situer, qui a aussi besoin de cadre, de rigueur pour se sentir bien. Hayden est le garçon qui lui est un petit peu plus éparpillé. Premier jour de rentrée, il se fait un ennemi et un copain. Eddie, on en aurait fait tout autant, hein. Il a défendu Eddie qui était en train de se faire harceler par un autre élève. Et donc, il l'a défendu. Donc, premier jour, un ennemi juré et un vrai copain de gagné. Mais tu sens qu'il est beaucoup moins cadré, beaucoup moins réceptif que sa sœur. Et alors qu'Hayden et Aura, accompagnés d'Eddie, tentent tant bien que mal de rejoindre le premier cours, Aura est arrêtée net puisqu'elle voit, assise au sol, en haut de l'escalier, une jeune fille qui semble avoir leur âge, en pleurs. Elle est assise et elle pleure. Et comme je vous disais, Aura, qui est très réceptive et aux émotions, elle se met à son niveau et lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures ?» Et elle lui répond « Mais je crois que personne ne me voit, plus personne ne me parle, personne ne me voit. » Hayden arrive, qu'est-ce qui se passe? Donc elle dit « Personne
Elle lui dit, elle vient de me dire que personne ne la voit, elle s'appelle Natacha et personne ne la voit. Et tu as Eddie qui arrive et qui dit à ses deux copains, Aura, Aiden, vous parlez au mur là, qu'est-ce qui se passe, à qui vous parlez? Et effectivement, il n'y a Cora et Aiden qui voient Natacha, Eddie et les autres ne voient pas du tout la fillette assise par terre. Natacha est invisible et dans un premier temps c'est un peu confus parce que les jumeaux essaient de comprendre ce qui s'est passé et elle leur dit je comprends pas, je suis allée au sous-sol. Bon déjà, dans un premier temps qu'est-ce que tu es allée faire au sous-sol? Je suis allée au sous-sol, je suis tombée sur une boîte et quand je l'ai ouverte, je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je suis remontée, plus personne ne me voyait. Bon, t'as ouvert une boîte. Eh ben, nos comparses vont décider de mener l'enquête. Évidemment, il va falloir descendre au sous-sol, retrouver cette boîte et voir ce qu'elle a dans le ventre. L'aventure commence. Alors écoutez, bien que nous soyons sur un registre jeunesse, j'ai pris énormément de plaisir à lire ce petit bouquin, déjà parce que c'était très rapide, et parce que j'ai trouvé que pour un livre jeunesse, et bah franchement, si t'es parent et que tu dois lire un livre comme ça à tes enfants, bah en tant que parent, t'es autant emballé que les gamins. Alors voilà, il y a des petits moments de peur, mais ça reste vraiment très, très subtil. Hein, ce que je veux dire, c'est que tu risques pas. Alors je te dis pas de lire ça à un enfant de 3 ans, mais ça reste vraiment très en termes de peur et d'horrifique, c'est vraiment très très léger. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça parce que si tu veux, il y a des petits éléments qui sont distillés au fur et à mesure et qui rendent la lecture très addictive. Alors, je suis moi-même la première étonnée parce qu'on est sur un registre jeunesse, mais je dois volontiers admettre, on n'est pas sur un coup de cœur évidemment, mais que j'ai trouvé ça très chouette à lire. Et en 2 heures, tu as fini le bouquin, hein, soyons honnêtes. Mais j'ai bien aimé la thématique, voilà, l'invisible, comprendre pourquoi Natacha était invisible, qui est Natacha, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment se passe l'escapade pour essayer d'aller au sous-sol, sachant que tu es en internat et qu'il y a des surveillants. Bref, j'ai bien aimé voir un petit peu leur mécanique et essayer de voir des mômes de 11 ans se dépêtrer. J'ai adoré ce petit bouquin, c'est pas un coup de cœur, mais ça mange pas de pain. Est-ce que je vous le recommande? Ah bah oui, parce que j'ai passé un très bon moment, donc il n'y a pas de raison. Avis suivant, nous sommes toujours sur un service presse, La Maison Idéale par Kate Collins aux éditions Les Escales. On est sur du très lourd. Une fois de plus, on est sur du très lourd. Pourquoi? On va déjà commencer très très bien puisque double temporalité, vous savez que pour moi, c'est la base. Tout d'abord, nous sommes en 2017 où nous faisons la connaissance d'un couple, Orla et Nick, qui forment un couple un peu banal. Ils ont 2 enfants qui sont Brady et Sam. Et quelques difficultés. Enfin, on perçoit tout de suite qu'il y a un déséquilibre dans ce couple dans la mesure où, comme on dit un petit peu à l'ancienne, c'est Nick, le mari, qui porte le pantalon, qui est un peu décisionnaire de tout. Moi, je dis, vous faites. Donc, on sent que c'est lui qui tient un peu tout le monde comme ça, un petit peu sous sa coupole. Et on a une Orla qui tente d'avoir un peu de caractère, mais finalement qui suit. Voilà, et qui, je crois, est tout autant convaincu que son mari que le mari a raison. Parce que lui, il est convaincu que c'est lui qui fait les bons choix, les meilleurs choix. Mais je crois que Orla pense aussi que son mari fait de meilleurs choix qu'elle. Nick fait alors une proposition moyennement accueillie par Orla qui est celle de déménager. Et comme Nick reste Nick, il a des arguments tout à fait acceptables dans le sens où l'un des enfants du couple, depuis quelque temps, ça commence à durer, souffre de ce que des spécialistes ont appelé du mutisme sélectif. En gros, le petit gamin qui a 4 ou 5 ans, je crois, ne dit plus un mot, ne s'exprime plus du tout depuis pas mal de temps. Et les psychiatres et autres du même genre et assimilés ont dit qu'il ne fallait pas brusquer les choses et que ça se remettrait tout seul. Bon,
Ce en quoi, alors là, beaucoup de peine à croire, mais Nick met cet argument en valeur en lui disant ça va lui donner peut-être envie de, voilà, changement d'endroit, changement d'air, changement radical d'une vie citadine pour une vie vraiment perchée, bord de la mer, haut d'une falaise. Bon, bref, les voilà partis à visiter une énorme propriété qui s'appelle The Reeve, et qui a la particularité d'avoir besoin quand même de pas mal de travaux, mais surtout qui est inhabitée depuis plus de 5 ans. Bon là déjà, personne ne se pose la question, si ce n'est Orla qui dit mais pourquoi elle n'est pas habitée depuis 5 ans Nick fait l'impasse en disant il y a forcément des bonnes raisons, mais nous elle nous convient, patati patata, et donc se produit ce qui doit se produire sans même qu'elle ait eu le temps de dire quoi que ce soit. Ils emménagent dans la propriété The Reeve. Nous reculons dans le temps pour atterrir en 1976 et nous faisons connaissance avec Lydia qui est employée de maison, qui est aussi gouvernante au demeurant, auprès d'une veuve qui s'appelle Sarah, qui a perdu son mari d'une maladie, d'un cancer, j'imagine, et qui a quelque peu perdu les pédales. Si vous voulez, Sarah, la veuve, c'est une femme qui est... Le corps est dans la maison, mais l'esprit est parti ailleurs. Et donc, il est vrai que Lydia, l'employée de maison, tient un peu tout ce petit monde à bout de bras. Déjà les enfants, parce que Sarah, ses enfants, c'est le cadet de ses priorités, et notamment le petit Philippe qui est un peu plus sensible. Il y a des jumelles, et le petit Philippe qui est un peu plus sensible, qui a besoin un petit peu plus d'attention, mais la mère, tout ça, elle s'en fout, ça lui passe au-dessus. Disons que la mère fait une nette préférence et des différences entre ses jumelles et le petit Philippe, et il en a toujours été ainsi, même du vivant de son mari. Vous me direz quel est le lien entre ces deux familles? La propriété The Reeve. C'est-à-dire que si vous voulez, au-delà des personnages principaux et secondaires que j'ai trouvé très très intéressants, il y a quand même pour moi, et selon moi, le personnage principal qui est la maison elle-même. Le travail de personnification autour, au niveau de la maison, est tout à fait formidable, puisque la maison est un personnage à part entière. Elle est même, selon moi, le personnage principal. La maison domine, et c'est la maison qui décide. Parfois même, en poussant un peu le truc, tu peux même t'imaginer que cette maison respire. Les phénomènes troublants qui se passent dans cette maison sont tout à fait captivants, parce que finalement, ça pousse le lecteur à tourner les pages pour enfin comprendre de quoi il retourne, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette maison, de quoi on parle. Il y a cette ambivalence liée à cette baraque, elle est capable d'être tantôt chaleureuse, tantôt hyper inhospitalière, mais tu te dis, mais c'est quoi? Je veux comprendre. En conclusion, j'ai vraiment, vraiment adoré mon escapade dans La maison idéale de Kate Collins parce que, simplement, ça m'a attrapé. Ça m'a attrapé quand j'ai mis le nez dedans, j'ai pas réussi à en sortir avant de comprendre ce qui se passait. Ce qui se passait, parce que le point fort de ce roman, entre autres, c'est vraiment les personnages dans cette maison. Est-ce que je vous recommande ce livre? Bien sûr, bien entendu. Le prochain avis lecture portera sur le tome 3 des Vampires de Marchwood Hunted de Shalini Boland, paru aux éditions Corrigan. C'est une trilogie que je termine. Voilà, je les ai tous lus. Et c'est très difficile de faire un retour sur une trilogie comme ça, surtout sur un dernier tome, parce que l'apport, c'est de trop en dire. Mais globalement, je vais aller très vite sur l'avis de cette trilogie. Globalement, c'est une trilogie qui m'a embarquée avec une proposition de vampire, mais qui donne un peu de... comment je dirais, de vent de fraîcheur et de nouveauté et de modernité aux vampires. Il faut savoir une chose, que ce soit sur le tome 1, 2 ou 3 de la trilogie Les Vampires de Marchwood, la mécanique, le schéma reste le même. C'est-à-dire qu'on a une première problématique
qui se situe sur 2 temporalités. Déjà, on te propose systématiquement 2 temporalités, l'une qui est faite pour éclairer sur la seconde et qui finalement vont se rejoindre. Moi, j'ai adoré cette mécanique parce que double temporalité, et c'est parce que ce ne sont pas des doubles temporalités qui sont là pour décorer. Il y a vraiment une temporalité va ajouter une valeur à la seconde. Par ce biais-là, on fait la rencontre de personnages tout à fait intéressants et donc nouveaux. Là, par exemple, pour ce tome 3, nous allons en l'an 514 avant Jésus-Christ et c'est indispensable pour la suite, pour ce qui va se passer. Évidemment, on est sur une trilogie où à chaque fois tout est bien qui finit bien et le tome 3 ne... Alors j'étais très étonnée de la finalité de ce tome 3 parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, mais on reste quand même dans ce schéma du tout est bien qui finit bien. Voilà, je pense que j'ai été très correcte sur ce retour parce qu'on a exactement les mêmes façons de faire et d'écrire, de style d'écriture que j'ai adoré sur le tome 1, tome 2 et 3. Ça ne sert à rien de trop en dire si vous voulez vous lancer sur cette trilogie qui est vraiment, je trouve, très chouette à lire. N'hésitez pas. Donc, je voulais pas trop en dire parce que à un moment, il s'agirait aussi de vous aiguiller, certes, mais de ne pas tout vous dire. Hein. On est sur... j'essaie tant que faire se peut de faire des retours lecture qui soient dénués de spoil, sinon ça sert pas à grand chose. Mais en gros, oui, je vous recommande, si vous aimez un peu les vampires, et là, comme je vous l'ai dit, des vampires qui changent un peu d'ordinaire, vous allez vous régaler. Alors là, on arrête tout. Je répète, on arrête tout. Je suis sur un coup de cœur, mais là, la version premium du coup de cœur. Pour un auteur que j'ai déjà lu, avec... un nouveau livre que je découvre, Le Seuil, de l'auteur Thomas Clearlake, paru chez Moonlight Éditions. C'est un service presse. La maison d'édition m'a fait envoyer le livre, c'est une belle pavette, hein. C'est une belle pavette de 530 pages, m'a fait envoyer le livre. J'ai passé de très bons moments dans ce bouquin, comme je vous le dis, c'est un énorme coup de cœur. Alors que le lieutenant Agostini et le capitaine Loubet sont sur une affaire en haut du 23e étage d'un immeuble où ils ont retrouvé un corps sans vie, rapidement, le capitaine Loubet est interrompu par une communication téléphonique avec sa femme qu'il essaie d'abréger parce qu'il est en plein sur une scène quand même de crime, mais où la communication tourne autour du fait de ne pas avoir de nouvelles de leur fille qui a la vingtaine à peine passée et que c'est pas dans ses habitudes étant donné que c'est une jeune femme qui connaît un peu les névroses de son père et qui sait qu'elle doit donner des nouvelles pour que ça ne s'inquiète pas, Et là, la communication entre Loubet et son ex-femme, tout de suite, dès qu'il raccroche et que sa femme lui dit « As-tu eu des nouvelles ?» Bah non, j'en ai pas eu, bah moi non plus. Tout de suite, si vous voulez, dans la tête du flic et du père, il y a un système d'alarme qui se met en route immédiatement. Une sorte de ressenti, un pressentiment qui lui fait dire que c'est pas normal, ça pue cette histoire. Et plus le temps passe, plus ce mauvais pressentiment se fait présent au point de n'être plus capable de travailler vraiment sur l'enquête en cours et de demander à être en arrêt parce qu'il est complètement obnubilé par la disparition de sa fille. Et donc il va décider de mettre tous les moyens possibles pour retrouver sa fille, quitte à être juridiquement dans l'illégalité, puisque tout va se faire en sous-marin. Il va commencer à enquêter, taper à toutes les portes, comme je vous le disais, mettre tous les moyens, à demander de l'aide, où parfois certains de ses amis sont réticents parce que eux aussi risquent leur place, évidemment, mais tous les moyens vont être bons, puisque le seul but, c'est il lui faut retrouver sa fille, c'est devenu viscéral, et il fait bien. Sachez que notre capitaine Loubet fait bien parce que son enquête va le mener dans ce qu'on appelle le manoir. Alors écoutez, accrochez-vous bien parce que si l'enfer existe, il y a 2 endroits. C'est sur le dark web et dans ce fameux manoir.
c'est ignoble ce qui se trame là-dedans. L'intrigue est glaçante, infernale et perverse. Et sachez que quand vous pensez avoir lu le pire, eh ben imaginez bien que le pire en a encore sous le capot. Ce qui est assez troublant, c'est que le rythme est à la fois posé et intense. Et ça te crée une atmosphère complètement anxiogène et presque palpable. Il émane des personnages, des émotions, nous en tant que lecteurs, des émotions tout à fait contradictoires. Ils jubilent, ils s'extasient, ils sont effrayés, ils ont peur à s'en faire dessus, ils ont envie de mourir, ils ont la rage de vivre, un mélange de désarroi profond et de jubilation totale. C'est vraiment, ouais, s'il y a un mot que je dois noter pour ce que j'ai ressenti une fois dans le manoir avec ces jeunes gens et le capitaine Loubet, c'est démoniaque, c'est de la perversion au plus haut point, c'est presque, pardonnez-moi, mais c'est presque inimaginable pour des cerveaux, on va dire, qui ne sont pas pollués par le plus et le toujours plus. Et là, on parle de dark web, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais vous imaginez déjà quand on prend le pli de dire « Tu vois, je vais aller faire un tour sur le dark web », tu sais très bien que c'est pas pour aller télécharger une chanson des Teletubbies, quoi, tu vois. Comment je peux te dire sans te dire? Il y a les joueurs et les pions, et Loubet va devoir faire le ménage dans tout ça. Il va devoir faire la différence. Et surtout, tenter de retrouver sa fille. Et je vais me permettre de faire un petit aparté parce que c'est peut-être l'une des premières fois que je vois un développement, surtout dans un thriller psychologique comme ça, que je vois que ce trouble est développé dans un personnage, puisque le capitaine Loubet souffre de crises d'angoisse et souffre surtout de ce qu'on appelle d'anxiété anticipative. Ça m'a beaucoup touchée parce que ça me parle, parce que je souffre de ça. Qu'est-ce que l'anxiété anticipative? En fait, c'est comment je vais pouvoir t'expliquer ça. T'envoies un SMS à quelqu'un, si dans les 5 minutes, il ne t'a pas répondu, tu vas tout de suite imaginer plein de scénarios, mais les pires. C'est-à-dire que tu vas pas dire, ouais, il est peut-être parti se prendre une douche ou faire une course. Non, les pires. Les pires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à travers le personnage de Loubet à quel point il est difficile, et on explique ça au lecteur, et je trouve ça très important, à quel point il est difficile de canaliser et de prendre sur soi quand on souffre de ce type d'anxiété. Parce que souvent, quand on souffre de ça, et je vais parler en connaissance de cause, ton entourage ne te comprend pas en disant « mais tu te rends compte que tu te mets dans des états pas possibles alors que c'était juste ça, juste ça, juste ça. » Oui, merci bien, je m'en rends compte, mais le problème c'est que je n'ai pas les clés pour faire autrement. Et c'est exactement autour du capitaine Loubet, ce qui est expliqué, c'est qu'il a beau avoir des clés, on le voit faire des... Enfin, on lit qu'il fait des exercices de respiration, qu'il essaie de canaliser, mais l'angoisse est plus forte que le reste, tu vois, c'est pas faute qu'il essaie. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de développer ce trouble de l'anxiété dans un personnage, dans un thriller psychologique. Ça, c'est très très bien. En fait, dans ce roman, rien ne se perd. Il n'y a rien que j'ai détesté. Ce roman est une invitation, chaque page tournée en fait est une invitation à découvrir le reste. Et je me permettrai d'ajouter que tout en lisant ce livre, je me suis dit, ça ferait un super film. Peut-être pas une série, mais en tout cas, ça ferait une super adaptation cinématographique, franchement. Est-ce que, pour ma part, je vous conseille Le Seuil de Thomas Clearlake? Mais 1000 fois 1000 fois. Alors attention, hein, c'est... Voilà, on parle de dark web, on parle de beaucoup de trigger warning, donc faut avoir quand même, c'est un thriller psychologique très complexe, très complet aussi, mais alors si vous en êtes, si vous aimez Chatham, Tillier, tout ça, vous allez vous régaler avec Thomas Clearlake, hein. Si vous ne connaissez pas cet auteur, foncez. Le dernier avis sur une lecture, qui sera le dernier, libéré, délivré,
qui est donc celle qui a survécu de Lisa Jackson, qui paraîtra, si je ne dis pas de bêtises, le 12 septembre aux éditions Mera. Celle qui a survécu, c'est Cara. Et son histoire est effroyable. Cara, qui n'a alors que 7 ans, assiste au massacre de sa famille. Toute cette barbarie et ce sang alors que Cara n'est encore qu'une enfant. Alors forcément, pour se construire une vie adulte quand tu as eu un début comme ça, c'est très très compliqué. Se construire après un tel drame semble limite impossible, d'autant que la date qui scellera les 20 ans de cette tragédie approche à grands pas. L'histoire familiale de Cara, elle est assez complexe dans la mesure où, si vous voulez, elle est le dernier enfant et l'enfant unique de son père et de sa mère, sachant que son père et sa mère sont déjà, en fait, elle est dans une famille composée, recomposée, recomposée. Son père et sa mère ont eu des vies et des enfants avant d'avoir ensemble la petite Cara. Donc, elle a des demi-sœurs, elle a demi-frères, et dans toute cette fratrie, il y a Jonas. Et Jonas, qui est donc son demi-frère, a été accusé pour le massacre de la famille, a été condamné et est libérable très prochainement. Ce qui ajoute, en plus des dates qui rappellent voilà, des jours, la sortie de ce demi-frère qu'on accuse. Elle a toujours eu des doutes, mais tu sais, le doute, parfois dans le doute, il n'y a pas de doute. Donc ça apporte un peu de crainte supplémentaire. J'ai presque envie de vous dire à raison, puisque des faits, j'irai pas plus loin j'irai pas plus loin quand même, des faits vont se produire et qui vont asseoir les craintes de Cara. Une flopée de personnages apparaît, on y reviendra un peu plus tard sur ce détail. La tante Faye, qui elle, bon, la tante, elle est là pour l'argent et bon, voilà, son mari. Wesley Tate, qui est journaliste. Nous avons Thomas Cole, qui est donc l'enquêteur de la nouvelle enquête, et nous avons l'avocate de Jonas. Je ne me rappelle, Marit, je ne sais plus très bien. L'autrice n'est pas avare de réponses, je dirais peut-être de suggestions qu'elle souffle par le biais d'événements qu'elle distille intelligemment à travers le roman, et qui fait que nous, en tant que lecteurs, tout le monde va être un petit peu douteux. C'est-à-dire que pour nous, en tant que lecteurs, s'ouvrent quand même plusieurs probabilités, plusieurs possibilités, plusieurs réponses. Et ça, c'est hyper intéressant dans une lecture du genre. Ce qui est intéressant aussi dans la construction, c'est qu'on a le point de vue autre que celui de Cara. On a le point de vue d'autres personnages qui permet un petit peu, alors qui te permet pas de t'éclairer plus que ça, mais en tout cas, son point de vue à lui, c'est ça. Donc peut-être que Cara était petite, donc peut-être que, et puis elle dit ça, d'accord. Tu vois, ça te permet une fois de plus d'établir tes propres hypothèses de lecteur. C'est une plume que je découvre et un style que j'affectionne. J'ai surtout eu les réponses que je souhaitais, je ne suis donc pas restée sur ma faim. Et ça, c'est important. Je dirais que le point fort de ce roman, c'est sa structure narrative, très cohérente, éclairée. Si tu veux, tout est au bon moment, au bon endroit. Voilà, c'est pas... Moi, j'aime pas quand c'est le foutoir et que je m'y retrouve pas. Le point faible, parce que je tiens quand même à le noter, c'est que je trouve que c'est une lecture qui nécessite d'avoir une très grande concentration. Si vous lisez et que vous êtes parasité par des bruits, une télé, ça peut rendre la lecture compliquée parce qu'il y a tellement de personnages que très vite on peut faire face à une certaine confusion. Et ça, tu peux vite perdre le fil si tu comprends plus. Attends, lui, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il est? C'est qui déjà? Très vite, tu te perds dans ta lecture. Voilà, pour moi, c'est le seul point faible que j'ai pu noter. En conclusion, est-ce que je vous recommande ce livre à sa sortie? Tout à fait. Eh bien, écoutez, voilà la YouTube World. J'espère que cette heure littéraire qui, je ne sais pas du tout combien de temps, cette heure littéraire vous aura plu. Je suis mais sachez-le, même si je sais que nous allons être 5 à la regarder, sachez que je suis très contente d'être de retour
pour cette heure littéraire, pour mes retours lecture, parce que même si c'est une vidéo qui ne marche pas, c'est, je crois, et de loin, la vidéo que je préfère faire. Voilà, que je préfère tourner. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, et des bisous.